Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le mouvement Initiative Citoyenne poursuit à travers le pays sa tournée pour la promotion de la paix en période électorale. Ce jeudi, la délégation conduite par Patrice Alakpator était dans la capitale Porto-Novo. Un single pour vanter les mérites du programme d'action du gouvernement béninois. Le chef-d'œuvre a été présenté à la presse ce jeudi. Et puis la situation sanitaire au Brésil est dramatique. Plus de 2000 personnes sont décédées en une seule journée. Bienvenue à toutes et à tous. Audience à la présidence de la République. L'ambassadrice des États-Unis et le commandant des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique étaient au cabinet du chef de l'État. À la sortie d'audience, les hôtes se sont confiés au micro d'Iden TV. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaborations que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble. Et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a deux messages importants de la part du Président. Le Président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le Président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter les résultats. La deuxième chose importante, c'est que le Président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le Président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le président a voulu montrer là la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique, qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour. Le mouvement Initiative Citoyenne poursuit à travers le pays sa tournée pour la promotion de la paix en période électorale. Ce jeudi, c'est Porto-Novo, la capitale, qui a accueilli Patrice Alakpator et les siens. Les Aïnovi ont témoigné de leur engagement plus que jamais à promouvoir les valeurs de paix et de bonne citoyenneté dans le cadre de la prochaine présidentielle du 11 avril. Écoutez respectivement Patrice Alakpator, président du mouvement Initiative Citoyenne, et Nadia Dossou, représentante du maire de la commune de Porto-Novo, au micro de Ahmed Arekpa et Denis Marouya. Nous avons voulu que Porto-Novo soit la 6e étape de notre périple
afin de venir vous entretenir sur la culture des comportements de paix, surtout la prévention des discours de haine et la promotion de la paix et de la cohésion sociale en cette période électorale et la nécessité pour vous d'aller accomplir votre devoir citoyen le 11 avril prochain. Vous ne restez pas sans savoir que des efforts considérables pour consolider durablement la paix ont été faits au Bénin depuis l'historique de la conférence nationale. Du chemin a été parcouru et il est de notre devoir de multiplier les initiatives qui ont contribué de façon significative à renforcer la dynamique de paix dans laquelle le pays est engagé. Le plus important qu'il ne faudrait en aucun cas perdre de vue, c'est aller à une élection présidentielle, n'est pas aller en guerre. Le développement de toute nation est conditionné par la paix et c'est cette paix que nous devons ventiler partout où besoin sera afin d'épargner à notre cher pays et à ses habitants les affres de la guerre. Restons dans le registre politique pour dire qu'une délégation du parti Union progressiste, conduite par l'honorable Boniface Yawétomé, a entamé ce jeudi une tournée dans les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. L'équipe a procédé à l'installation des comités communaux en vue de la campagne électorale prochaine. Clémence Tonoucoin et Romaric Devouchy pour le compte rendu. La délégation s'est rendue dans les arrondissements de Kmanron, Zinvier, à Kassato, puis à Abomey-Calavi Centre. À chacune de ces étapes, l'exercice est le même. Installer les comités communaux de campagne conformément à une décision du parti qui définit les modalités de l'organisation de la campagne électorale au sein du parti. Il n'est plus question aujourd'hui de l'installation des structures de base du parti, mais plutôt d'installer le comité communal de campagne de Calavi Sud et de Calavi Nord. La même occasion nous permettra de vous parler de comment vous allez vous organiser au niveau des différents quartiers de Calavi. Nous avons une structure communale d'au moins 17 membres par comité communal de campagne. Au niveau maintenant de nos villages, nos quartiers érigés au rang d'arrondissement pour notre politique, notre stratégie, nous aurons aussi au moins au niveau de chaque quartier un bureau de 17 membres pour occuper les ponts, les rues et les maisons. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre le taux maximum que nous voulons pour notre candidat au soir du 11 avril prochain. La configuration de chacun de ces comités communaux répond à des critères bien définis. L'organisation prévoit que à chaque niveau, il faut au moins 17 membres, au moins. On peut aller à 19, à 21, à 25, à 27. L'essentiel, c'est d'avoir au moins 17. Et que toutes les zones puissent être représentées dans les comités. Et qu'il n'y ait pas comité, au moins une femme. Au moins. À noter que la tournée se poursuit ce vendredi dans les autres arrondissements de la commune. Cérémonie de présentation de singles pour reconnaître les mérites du PAG, Programme d'action du gouvernement. C'était ce jeudi à Godomé en présence de personnalités politiques et culturelles initiées par l'artiste Eric Thompson. La chanson parle du développement social et infrastructurel en cours dans le pays depuis peu. Le point avec Frédéric Espoir Mambou et Damé Pédo.
Une durée de 4 minutes 27 secondes, la chanson Je te dis bravo est une initiative de Eric Tossou, plus connu sous le pseudonyme de Thompson. Cette chanson valorise les réalisations du PAG et a une fiche technique claire. Le rythme est du reggae. La langue ou les langues utilisées pour exécuter cette œuvre sont le français et la langue fon. Les voix qui ont chanté les textes principaux, on appelle ça lead vocal, c'est Eric Thompson, c'est Madame Rosine Dainro, l'honorable, c'est aussi notre frère Hector Koueban. Reconnaissant que tout n'est pas rose, Eric Thompson dira que son œuvre est le fruit de l'observation, de l'écoute des Béninois par rapport au développement impulsé à la nation, mais aussi de la comparaison de tout ceci à des expériences vécues outre-mer. Donc cette chanson a pour mission d'aider les Béninois à être fiers de ce qui se fait. Il n'y a pas quelque part au monde où tout est facile. Tout est facile et tout descend comme un cadeau du ciel. C'est des efforts, c'est des douleurs. Ce que nous faisons depuis quelques années aux côtés du gouvernement et du chef de l'État, c'est formidable pour notre pays. Les difficultés à des niveaux donnés, si je parle par exemple des difficultés d'acclimatation par rapport aux nouveaux tests politiques ou juridiques ou électoraux, ça va prendre. Je compte, j'ai foi dans le génie du Béninois. Ce génie qui était exprimé entre-temps à l'Assemblée nationale, à la conférence des forces vives. Je crois à ce génie, que les acteurs politiques qui finissent toujours par trouver les voies et moyens pour se retrouver pendant que les populations sont loin, dans leur lit, ça se réalisera. Pour l'honorable Rosine Dainro, l'une des voix principales sur le morceau, c'est sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice. La République nous appartient tous. Et en tant que leader, il faut quand même que je vienne poser aussi ma pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai fait. Hector Koueban, l'autre lead de cette œuvre phonographique, profite de la remise officielle pour faire un plaidoyer. C'est que la culture soit mise à sa place normale dans la Constitution. Et la place normale de la culture dans la Constitution, c'est l'article 98 de la Constitution. C'est ce qui donnera à la culture des bases légales solides. Notons que les personnalités présentes à la cérémonie ont été responsabilisées pour porter le produit à bout de bras vers tous les Béninois. L'actualité hors du continent à présent, la situation sanitaire est dramatique au Brésil. Plus de 2000 personnes sont décédées en une seule journée, un record depuis le début de la pandémie. La situation a poussé le président Bolsonaro à porter un masque qui a toujours minimisé le virus. Un bilan qui continue de s'alourdir. Le Brésil vient de dépasser un nouveau record, avec près de 2300 nouveaux décès en 24 heures. Le nombre de nouvelles personnes infectées ne cesse lui aussi d'augmenter. Le pays compte désormais plus de 11 millions de personnes contaminées au Covid-19. Les hôpitaux sont saturés. À Sao Paulo, des mesures de restriction sanitaire ont été annoncées. Une phase rouge durant laquelle les commerces jugés non essentiels sont fermés. Des mesures jugées tardives et insuffisantes par les habitants. Nous sommes dans la phase rouge des restrictions et les gens continuent. La musique continue, les fêtes continuent, principalement avec les jeunes. Et si nous ne sommes pas conscients de ce qui peut arriver aux personnes à l'intérieur de la maison, la phase rouge deviendra une phase noire. Les politiciens ont mis longtemps à agir et quand ils l'ont fait, il y a eu un affrontement politique qui a fini par avoir beaucoup d'effets. Nous en payons le prix. Pour les gens pauvres, c'est difficile, ils ont dû fermer des magasins. Il y a beaucoup de chômeurs et les politiciens sont en grande partie responsables de tout cela. Après de nombreuses mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé, ce mercredi, l'Organisation panaméricaine de la santé a elle aussi fait part de son inquiétude.
Nous sommes préoccupés par la situation au Brésil. Elle nous rappelle à la gravité de la menace de résurgence. Les régions durement touchées par le virus dans le passé sont encore vulnérables à l'infection aujourd'hui. De son côté, chose rare, le président brésilien a porté un masque en public. Jair Bolsonaro, qui jusque-là minimisait la gravité de la pandémie, a vanté les efforts de son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement fédéral n'a pas ménagé ses efforts face à la pandémie, n'a pas économisé les ressources pour soutenir tous les États et municipalités. Le Brésil fait sa part. Le gouvernement fédéral a montré qu'il travaillait durant la pandémie. Un discours qui arrive quelques heures après les critiques de l'ancien président Lula da Silva, l'icône de la gauche dont les condamnations pour corruption ont été annulées par la justice en début de semaine. Lula da Silva a demandé aux Brésiliens de ne pas faire confiance à Jair Bolsonaro. Je me ferai vacciner et militerai pour la vaccination afin que les gens ne suivent aucun des commentaires du président imbécile ou du ministère de la Santé. Une campagne de vaccination qui a démarré tardivement et qui avance lentement dans cet immense pays de 212 millions d'habitants. Pour l'instant, seuls 4,2% de la population ont reçu une première dose de vaccin. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. Et puis, le thème pandémie a été employé il y a juste un an par l'Organisation mondiale de la santé au sujet de la COVID-19. L'institution se défend d'avoir sonné l'alarme trop tard en ne désignant le nouveau fléau comme pandémie que le 11 mars 2020. L'Organisation mondiale de la santé a-t-elle trop tardé pour tirer la sonnette d'alarme ? Le 11 mars 2020, l'OMS qualifiait pour la première fois la situation sanitaire de pandémie. Un an plus tard, des critiques émergent sur le temps mis par l'institution pour alerter le monde au début de la crise sanitaire. De hauts responsables se défendent et pointent du doigt certains pays qui auraient fait sourde oreille. Donc je pense que nous devons nous demander si nous devons peut-être crier plus fort, mais peut-être que certains ont besoin d'un appareil auditif. Nous faisions de notre mieux pour informer chaque jour sur la situation, informer le monde sur ce que l'on savait de ce virus, sur les dangers de ce virus et dire dès le départ qu'il s'agissait d'un virus dangereux et que les systèmes d'urgence sanitaire devaient être activés. Les premiers cas de Covid-19 ont été recensés en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Pour autant, le 23 janvier 2020, l'OMS ne recommandait, je cite, « aucune mesure sanitaire particulière concernant les voyageurs ». Une semaine plus tard, l'institution décrète l'alerte mondiale. La propagation du virus s'accélère et l'institution qualifie la situation de pandémie près d'un mois et demi plus tard, le 11 mars 2020. WHO has been assessing this outbreak. L'OMS a évalué cette pandémie 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité ainsi que par les niveaux alarmants d'inaction. Nous avons estimé que la crise du Covid-19 peut être caractérisée comme une pandémie. Vient ensuite la question des masques. Jusqu'au 5 juin dernier, l'OMS ne recommandait pas le port du masque dans l'espace public, tout en laissant le soin aux États d'évaluer leur situation et les risques au cas par cas. C'est d'ailleurs sur la base de leur absence de recommandation que la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, se basait en avril 2020. Je suis les recommandations qui sont en vigueur. Nous prendrons une décision pour l'éventuelle extension du port du masque dans toute la population dès lors que nous pourrons la bâtir sur un consensus scientifique. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus scientifique en la matière. Cette crise sanitaire a également été l'objet de tensions entre les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé. En juillet dernier, Donald Trump claquait la porte de l'institution, lui reprochant d'avoir minimisé l'ampleur de la pandémie. Dès son élection, Joe Biden est quant à lui revenu sur cette décision. Un choix apprécié du côté de l'Organisation mondiale de la santé.
Nous nous félicitons de l'engagement du président Biden à ne pas se contenter seulement de réintégrer la famille de l'OMS, mais aussi à travailler de manière constructive avec l'OMS, ses États membres et le système multilatéral pour mettre fin à la pandémie et relever les nombreux défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Avec l'ampleur de cette crise sanitaire, l'OMS pourrait commencer à se réformer dans les mois à venir. En janvier, un groupe d'experts indépendants appelait à apporter des changements au sein de l'institution. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.